Bonjour, en tout cas c'est un plaisir immense de nous retrouver aujourd'hui. C'est un format inhabituel parce que vous avez l'habitude de me voir lors des face-à-face ou en entretien avec l'animateur de l'émission, Chevry Jazz Kwamala. Aujourd'hui j'ai carte blanche pour vous parler de deux Africains. Un qui est très connu, aussi bien sur le continent que dans une partie de la diaspora, et un autre qui est beaucoup moins connu. Et je commencerai par ce dernier, parce qu'il est l'aîné. Je serai incapable de vous dire dès à présent quand est-ce qu'il est né, mais je peux vous donner la date de son trépas, enfin l'année de son trépas, c'est 1911. D'après les textes de Monseigneur Benoît Ngatsongo, qui lui-même est décédé au début des années 80, et ces textes qui ont été repris et retravaillés notamment par M. François Andaya-Kira, fonctionnaire à la retraite, qui des livres, et également le professeur Ituanga Poro, médecin également à la retraite, qui ont consacré donc des textes, des ouvrages à monsieur. Alors, c'est difficile de vous dire exactement comment il faut l'appeler. Vous aurez le choix. Vous pourrez l'appeler Obambe Mbunze comme Mbunzo Belé. Alors, pourquoi il s'est fait appeler Mbunza? Ce monsieur était un grand commerçant qui faisait des affaires dans un périmètre que l'on peut situer aujourd'hui entre une partie des actuels plateaux, le sud de cette zone, donc le Poul, et le centre du Congo, le nord, jusque dans l'actuelle République centrafricaine. On l'appelait Obambe. N'oublions pas que l'état civil, c'est quelque chose de très récent chez nous. Et nos parents n'avaient pas pour habitude de donner des noms à leurs enfants comme on le fait aujourd'hui. L'enfant, généralement, il avait un nom. On pouvait l'appeler Malonga ou Elenga. Et il y a un deuxième nom qui suivait, qui pouvait être celui de son village, celui de son père, de son oncle maternel, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, etc., etc. Et donc, ce monsieur était appelé Obambe. Et dans l'actuelle République centrafricaine, lorsqu'il va faire la connaissance d'un très grand commerçant de là-bas, appelé Mbunza, je ne sais pas exactement ce qui l'avait intéressé, parce que les textes ne nous disent pas tout à ce sujet, mais il est vrai qu'il était en admiration vis-à-vis de cet homme, et il va prendre le même nom que lui. Sauf que là-bas, c'est Mbunza, et lui, il va se faire appeler Mbunze. Donc, quand vous baladez aujourd'hui dans le Congo, vous ne trouverez pas une famille où quelqu'un porte ce nom, sauf accident de l'histoire, quand on connaît un peu l'aventure de ce monsieur, les aventures de ce monsieur. Le nom Mbunze est beaucoup plus répandu dans l'actuel Équateur en RDC et dans la Centrafrique. Et donc, il va prendre l'habitude de se faire appeler Obambe Mbunze. Outre cela, on l'appelle également Mbunzo Belé, Belé de son village. Ce monsieur, d'après les textes, est décrit comme un homme très grand de taille, très clair de peau, et on l'appelait Ondela Kondo. Alors, Ondela Kondo, ça c'est en langue mbossi, c'est difficile de traduire en lingala, en français, pardon, parce que traduire, c'est trahir. Ondele est souvent improprement traduit par blanc, blanc comme européen. Non, ça n'a rien à voir. Ondele dans nos contrées, ça voulait aussi dire quelqu'un simplement de très clair de peau. Et Kondo, c'est la terre, et ce monsieur était un grand commerçant, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui comme un homme riche. Et il régnait effectivement sur une terre qui était très étendue. Alors, encore une fois, revenons donc dans le contexte de l'époque, nous sommes en pleine expansion coloniale. L'expansion coloniale qui a remplacé l'esclavage et le trafic négrier. Il y a eu la conférence de Berlin, parce que les Blancs avaient du mal à se partager l'Afrique, ils se battaient, ils se sont dit, on va arrêter de se battre chez eux, la guerre va être plutôt une guerre économique. Mais entre-temps, retrouvons-nous à Berlin, c'est le chancelier allemand, Otto von Bismarck, qui va permettre aux Européens de s'asseoir pendant plusieurs semaines, des mois même, et à la fin février 1885, il est décidé que l'Afrique a été partagée et le Congo actuel, si on peut dire, est créé. Parce que les Français disent en 1880, officiellement la colonie du Congo est créée. Mais il faut comprendre que quand l'administration dit cela, les Africains qui sont sur le territoire ne connaissent pas ces choses. Ils sont habitués à faire le commerce entre eux, à se marier, en faisant fi de toutes ces frontières administratives que nous admirons, que nous adulons aujourd'hui. Et la conquête coloniale avait atteint un certain niveau quand même très avancé dans la partie sud du Congo, mais dans les parties nord et dans les parties centre, c'était très difficile. Et
l'une des étapes les plus difficiles, c'était de conquérir la région qu'on peut appeler aujourd'hui, alors elle n'existe pas, la région de la Lima, donc où il y a les Mbossi, les Ngungwel, les Boma du côté de Ngo, vous avez également les Moyi du côté de Makoti Mpoko. Et c'était très difficile comme je l'ai dit. Et l'un des plus grands résistants de l'époque, ce n'était pas le seul, il faut le dire, c'était Obambe Mbunze qui avait résisté, non pas par les armes au début, mais en refusant de payer l'impôt qui avait été fixé par l'administration coloniale. Encore une fois, plongeons-nous dans le contexte de l'époque. Ces gens occupent un territoire et ils disent, vous devez payer l'impôt. Obambe Mbunze dit, je ne vous reconnais pas l'autorité, ni la légitimité, ni la compétence, pour parler un peu comme le professeur Obenga nous le dit tout le temps, pour lever l'impôt. Nous avons notre mode de vie ici, nous avons notre système économique, nous avons notre système politique. Il est hors de question que nous nous soumettions à vous. Ça va très mal se passer et la guerre va être déclarée. Pendant un certain temps, je ne saurais vous dire combien de temps exactement, Obambe Mbunze et ses hommes vont résister, mais à un moment donné, les armes dont ils disposaient étaient devenues en qualité et en quantité inférieures aux armes dont disposaient les Occidentaux. Et surtout, j'insiste, il y a eu trahison. Il y a des hommes de chez Obambe Mbunze qui vont trahir, qui vont passer de l'autre côté. Et l'expédition commandée par le capitaine Lados, ou Lado, je ne sais pas si le S se prononce, va finir par avoir raison de lui. Mais il est dit également, dans les textes que j'ai eu à parcourir, que Obambe Mbunze, à un moment donné, persuadé que les Blancs avaient compris le bien fondé de son combat, devait cesser le combat et devait discuter. Et donc, lui, averti qu'ils arrivaient, va demander à ses hommes de ne pas combattre parce que ceux qui vont arriver pacifiquement. Mais ce jour-là, ils ne sont pas arrivés pacifiquement et ils vont gagner ce combat. Ils vont prendre en otage le fils aîné d'Obambe Mbunze comme monnaie parce qu'ils savaient que les résistances allaient continuer, notamment avec un certain gars. C'est dont on aura l'occasion de vous parler ultérieurement. La descendance d'Obambe Mbunze va beaucoup souffrir. Il y a un Mouloumoulou, comme on disait à l'époque, venant de l'actuelle Centrafrique, qui va prendre en otage sa fille. Il ne l'épouse pas, il va la violer à plusieurs reprises. Une fille va naître de ce viol. Et aujourd'hui, vous avez en Combo M. Robert Mbossa, qui est le petit-fils d'Obambe Mbunze, qui est encore vivant, qui est un peu le dépositaire de tout ce patrimoine, qui est très bien placé pour vous raconter l'histoire d'un point de vue familial, et tous ces livres ont été écrits avec sa collaboration. Donc voilà, quand on parle des résistants à la pénétration coloniale au Congo, n'oublions pas cet homme qui a fait également sa part. Nous allons nous porter du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il y a deux territoires qui vont nous concerner, c'est le Cap-Vert, sont les îles du Cap-Vert et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est sur le continent africain, les îles du Cap-Vert sont juste à côté, parce que ce sont des îles comme on le dit. Alors là-bas, nous avions un monsieur comme Amical Cabral. Amical Cabral au Congo était longtemps connu parce qu'il y a une avenue très importante au centre-ville qui porte son nom. Et également, il y avait un tournoi de handball qui était organisé en la mémoire de cet homme. Qui est-il? Il est né de parents capverdiens, c'est important de le dire, je dis bien capverdien, en 1924. Il va faire ses études d'ingénieur agronome à Lisbonne au Portugal, parce que l'époque c'était ça, quand on finissait ses études, on finissait son bac ou son brevet, on allait dans les pays colonisateurs. Et là-bas, très brillant, il va recevoir des propositions très intéressantes pour travailler. Mais lui, il était déjà conscient, il militait déjà au sein d'organisations et de partis politiques créés à Lisbonne avec les Agostinho Neto, Eduardo Mondlane, entre autres, pour libérer l'Afrique. Je dis bien libérer l'Afrique. Donc quand il rentre, il va engager la lutte armée en Guinée-Bissau et non pas au Cap-Vert chez ses parents, d'où sont originaires ses parents. Et évidemment, les Portugais ne vont pas accepter la chose ainsi. De leur côté également, ils vont mettre en place leur armée pour lutter. Comprendre que dans le contexte de l'époque, le Portugal est une nation qui est très forte. Géographiquement, c'est tout petit le Portugal, 92 000 km², mais ils avaient l'un des plus grands empires au monde, qui s'étendait de l'Amérique à l'Eurasie, en passant par le continent africain. Au XVe siècle, ce n'est pas pour rien, 15e, 17e, que c'était l'un des États les plus fortunés au monde, comme on dit vulgairement, riche. Amical Cabral a des hommes pour se battre, mais il n'a pas d'armes. Très peu d'armes. Fidel Castro, c'est là qu'il va intervenir. Les Africains doivent vraiment rendre hommage à ce monsieur qui a joué un rôle très important sur notre continent et il a quitté ce continent avec ses hommes, sans une goutte de pétrole, sans une pierre de diamant. Parenthèse refermée. Il va proposer des hommes, des armes et des infirmiers pour aider le Cap-Vert à se libérer. Les infirmiers sont acceptés par Cabral. Les armes sont acceptées, mais pas les soldats pour se battre. Pourquoi? Voici ce que Cabral dit, et c'est très important, les panafricanistes doivent comprendre cela. Ce sont les hommes du continent africain, ce sont les femmes du continent africain qui doivent lutter pour libérer leur continent. Merci pour les armes, mais nous allons nous débrouiller pour apprendre à les utiliser et à chasser l'envahisseur portugais. Fidel Castro n'impose rien,
il accepte, si on peut dire, le deal, et des armes sont livrées. Et que fait Amical Cabral dans le maquis? Il apprend au Bissau guinéen les techniques agricoles modernes que lui, il a eu à apprendre. Il va leur apprendre le maniement des armes. Et en leur disant tous les jours, c'est à vous de libérer ce pays. Et régulièrement, les armées portugaises, à l'époque c'est le docteur Salazar qui dirige le Portugal, vont se retrouver tout le temps en déroute. Mais quand on mène le combat, on ne reste pas sur place. Quand on reste à un seul endroit, il y a toutes les chances effectivement pour qu'on se fasse massacrer bêtement, qu'on se fasse tuer. N'oubliez pas le contexte de la trahison. Et c'est ainsi que Cabral avait entre autres comme base arrière Conakry. Parce que Ahmed Sékou Touré, lui aussi, était pour la libération du continent. Donc il avait offert des possibilités à son jeune frère, l'écart est de 2 ans, Sékou Touré de 1922, Cabral de 1924, pour que la Guinée-Bissau se libère et pour que plus tard, dans 1 an, dans 100 ans, peu importe, l'État fédéral d'Afrique noire puisse voir le jour. Malheureusement, 1 an avant l'indépendance de la Guinée-Bissau, Amical Cabral va être assassiné. Les conditions de son assassinat sont toujours floues. Évidemment, les Portugais sont derrière, mais on parle encore une fois de la trahison. Et c'est ce même Cabral qui, en 1972, lors des obsèques de Kwame Nkrumah, va dire « Kwame Nkrumah n'est pas mort d'un cancer, d'un cancer de l'estomac, il est mort du cancer de la trahison. » Et c'est cette trahison-là, vous voyez, ces 2 hommes dont on vient de vous parler, qui ont été tués parce qu'ils ont été trahis par leurs proches. Parce qu'il faut comprendre que dans un système de domination, il faut le dominer, le dominant et un traître. Voilà les 2 hommes dont nous voulions vous parler aujourd'hui. Amical Cabral, vous aurez trouvé beaucoup de livres qui parlent d'eux. Obama et Mounze, il y en a très peu, mais ça ne vous empêche pas de les chercher, de les acheter. Je vous ai cité les témoins qui sont encore vivants, le professeur Ito Angaporo, François Andaya Kera et Robert Mbossa. Vous pouvez vous rapprocher d'eux. Je vous remercie.